Bon, on va plonger directement dans une histoire qui fait vraiment froid dans le dos. L'histoire de Geoff. Ah oui, le fameux Geoff. Ouais, Geoff avait 36 ans. Et c'était un cadre absolument brillant, vraiment au sommet de sa carrière. Il travaillait pour une très grande ONG basée à Seattle. Le genre de profil qu'on voit souvent dans les magazines de management, quoi. Exactement. Son quotidien ressemblait vraiment à ce que notre société considère aujourd'hui comme le summum absolu de la réussite internationale. Il voyageait constamment. Genre tout le temps dans les avions. Mais vraiment, il passait 60 à 70% de son temps de travail dans les airs. Une semaine typique pour lui, c'était de s'envoler pour Londres le lundi pour une série de réunions stratégiques. D'accord. Puis d'enchaîner directement avec l'Inde, où il visitait 5 villes différentes en seulement 6 jours. Ensuite, faire un saut à Genève pour des discussions interminables avec des investisseurs de haut niveau. Le décalage horaire permanent, en fait. C'est ça. Et enfin, il rentrait à Seattle pour à peine 1 jour et demi avant de refaire ses valises. Le rythme était totalement effréné. Et la conséquence directe de ça, Jimpin, c'est le sommeil qui trinque. Forcément. Il dormait en moyenne entre 4 et 6 heures par nuit, souvent dans des fuseaux horaires différents. Et puis, inévitablement, le corps a dit stop. C'est toujours le corps qui lâche en premier, de toute façon. Ouais. D'abord, ça a commencé par des choses un peu insidieuses, tu vois. Des réveils en pleine nuit. Il s'asseyait dans son lit en sueur, désorienté, avec l'impression littérale qu'une bombe venait d'exploser dans sa tête. Ah oui, c'est très violent. Le cœur qui s'emballe à tout rompre, la respiration courte, des crises de panique nocturnes, et c'est ça le plus fou, sans aucune anxiété psychologique consciente, juste des symptômes physiques purs et violents. Ensuite, la situation a empiré, et ça a débordé largement sur ces journées. Et c'est là qu'on observe l'effondrement systémique typique de l'épuisement profond. Ce n'est plus juste de la fatigue à ce stade, c'est vraiment une défaillance en chaîne. Une vraie panne moteur. Exactement. Le rythme cardiaque de Geoff est devenu complètement instable, imprévisible. Il ressentait des douleurs physiques intenses, comme des courbatures extrêmes, simplement en se tenant debout. Rien qu'en se tenant debout. Ouais. Et son système digestif a littéralement cessé de fonctionner normalement, au point terrifiant où il devait passer sa nourriture au mixeur pour pouvoir l'avaler et la digérer. Oh waouh, c'est cauchemardesque. S'il se levait trop vite. Il a fini aux urgences à 2 reprises, quand même. Et le pire, c'est qu'il devait sûrement se dire qu'il allait se reposer plus tard, non, hein? C'est le plus tragique dans cette spirale descendante. La mécanique psychologique derrière est redoutable. Il continuait de se persuader qu'il ralentirait après le prochain grand projet ou après la prochaine grosse réunion de levée de fonds. Le fameux dès que cette semaine est passée, je souffle ». Voilà. Mais bien sûr, ce moment n'est jamais arrivé. Il a fini par être physiquement incapable de tenir son rôle. Il annulait des réunions cruciales à la dernière minute parce qu'il était trop faible pour parler, ou alors il ratait complètement ses discours parce que son cerveau était perdu dans un brouillard cognitif total. Il n'a pas eu d'autre choix que d'arrêter du coup. Au final, oui. Il a dû démissionner de tous ses conseils d'administration, quitter la direction de son entreprise et prendre une année sabbatique entière. Et durant cette année, il a passé les premières semaines à dormir 14 heures par nuit, incapable de sortir de son lit. C'est fou. La leçon qu'il a apprise au prix fort, au prix de sa santé, c'est vraiment le cœur de notre exploration d'aujourd'hui. Ce concept de protéger l'actif. Et cet actif, c'est nous-mêmes, c'est notre esprit et notre corps. Et si on repense un instant à tout ce qu'on sait sur l'importance de trier l'essentiel du superflu, on se rend compte que c'est tout bonnement impossible à faire si notre machine interne est en miettes. Tout à fait. C'est l'outil de base. Donc, la mission de notre discussion d'aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi des personnes extrêmement intelligentes et ambitieuses détruisent volontairement leur outil le plus précieux. Et surtout, comment renverser ce paradigme. Bon, décortiquons ça. Allons-y. C'est quand même paradoxal, non? Pourquoi des gens brillants se font ça eux-mêmes? J'ai une analogie en tête. C'est comme si on essayait de faire tourner une application très gourmande, genre un gros logiciel de montage vidéo, sur un smartphone qui n'a plus que 1% de batterie. On sait tous très bien comment ça se termine. Ouais, l'écran fige, le téléphone surchauffe et il plante. Mais le truc fou, c'est qu'on s'étonnerait que ça plante. Personne ne regarderait son téléphone en disant « mais pourquoi cet appareil manque de volonté ?» C'est clair, on le brancherait tout de suite. Exactement. Pourtant, on pense que le cerveau humain fait exception à cette règle. On exige de notre cerveau qu'il tourne à plein régime alors que notre propre batterie est à 1% depuis des semaines. Ce qui est fascinant ici, c'est le paradoxe des personnalités de type A. Tu sais, c'est hyper performant. Ce qui carbure à la pression. C'est ça. Pour eux, repousser ses limites physiques, ignorer la fatigue, c'est facile. C'est leur mode par défaut. Le véritable défi, l'acte qui demande un vrai courage pour ces profils, c'est de dire non à une opportunité prestigieuse juste pour aller faire une sieste. C'est vrai que dire « je vais me coucher » en plein rush, ça demande presque de la rébellion. Absolument.
Ils ont l'impression de faiblir s'ils dorment. Ça me fait penser à l'anecdote de l'auteur de nos sources. À 21 ans, il voyait lui aussi le sommeil comme une faiblesse. C'était l'insigne d'honneur du gars ambitieux, quoi. L'enfer. Son but, c'était d'être éveillé le plus longtemps possible. Mais en quelques jours, son cerveau est devenu incapable de penser. Il divaguait complètement. Alors il a changé de technique, il est passé à une nuit blanche complète par semaine. Ce qui est tout aussi destructeur. Carrément. Mais l'idée derrière ça, c'était de maximiser le temps de travail. Et c'est là qu'intervient ce faux calcul monumental de notre époque. On croit à tort qu'une heure de sommeil en moins égale une heure de productivité en plus. C'est une vision très mécanique, presque industrielle. Comme si on était des machines à l'usine. Exactement. Mais pour le travail intellectuel, c'est exactement l'inverse. Une heure de sommeil en plus génère plusieurs heures de productivité d'une qualité largement supérieure le lendemain. C'est là que ça devient vraiment intéressant quand on regarde les chiffres. On parle souvent de la règle des 10 000 heures de K. Anders Ericsson. Ah oui, l'étude sur les violonistes. Tout à fait. La culture populaire a retenu qu'il faut 10 000 heures de pratique acharnée pour exceller. Mais elle a complètement ignoré le deuxième facteur clé de l'étude, le sommeil. Et que disaient les données exactement? Les meilleurs violonistes, l'élite mondiale, ils dormaient en moyenne 8,6 heures par nuit. Et en plus, ils faisaient près de 3 heures de sieste par semaine. C'est énorme par rapport à la moyenne. Ouais, on est loin du cliché de l'artiste torturé qui ne dort jamais. Leur excellence venait aussi de leur capacité à récupérer. Et la science le confirme de façon assez brutale d'ailleurs. Cette étude de Charles Czeisler de Harvard, elle fait vraiment réfléchir. Il a prouvé qu'un déficit de sommeil, que ce soit une nuit blanche complète ou juste dormir 4 ou 5 heures par nuit pendant une semaine, ça équivaut, au niveau cognitif, à un taux d'alcoolémie de 0,1%. Attends, 0,1%. C'est bien au-dessus de la limite légale pour conduire ça. Exactement. C'est l'ébriété au travail. C'est comme si on venait bosser en ayant bu plusieurs verres d'alcool. Les temps de réaction chutent, le jugement est altéré, mais comme c'est de la fatigue, c'est socialement accepté. Franchement, c'est dingue. Mais je vais me faire l'avocat du diable une seconde. Il y a forcément des exceptions, non? On entend souvent des PDG ou des politiciens se vanter de très bien fonctionner avec 4 ou 5 heures de sommeil par nuit. Ils dirigent le monde et ils n'ont pas l'air ivres. C'est vrai, c'est le grand mythe du leader qui ne dort jamais. Mais la réalité médicale est très différente. Il existe bien une infime minorité de la population avec une mutation génétique qui permet de fonctionner avec très peu de sommeil. Mais c'est extrêmement rare. Donc les autres y mentent? Pas consciemment. La plupart de ces personnes sont simplement tellement habituées à être fatiguées, tellement sous l'emprise du cortisol et de l'adrénaline, qu'elles ont littéralement oublié ce que l'on ressent quand on est véritablement reposé. Leur référentiel est faussé. Ah ouais, en fait, ils survivent à crédit. Exactement, c'est un tunnel de réactivité. Et le pire, c'est que le manque de sommeil détruit la capacité du cerveau à évaluer sa propre fatigue. Donc plus on est fatigué, moins on s'en rend compte. Ça explique tellement de mauvaises décisions prises par des gens brillants, en fait. Et le truc, c'est que le sommeil, ce n'est pas juste un temps de pause. Il y a cette étude de l'université de Lübeck en Allemagne qui m'a scotché. Celle sur la résolution de problèmes, c'est ça? Oui, le puzzle du code caché. Les chercheurs ont donné un casse-tête mathématique hyper complexe à des volontaires. Il fallait trouver une règle cachée pour le résoudre. Ils ont gardé la moitié du groupe éveillé et l'autre moitié a dormi 8 heures. Et le lendemain, bim! Bim, comme tu dis, les personnes ayant dormi 8 heures avaient 2 fois plus de chances de trouver la solution. 2 fois plus. C'est incroyable. Et ça s'explique très bien d'un point de vue neurologique. Le cerveau ne se contente pas de se reposer. C'est pas juste éteindre le moteur. Il fait quoi alors pendant qu'on dort? Il code et restructure physiquement l'information. Pendant le sommeil profond, notre cerveau est lavé de ses toxines. C'est littéralement un nettoyage physique. Et en même temps, il crée de nouvelles connexions neuronales entre des idées qui n'avaient apparemment aucun lien. D'où la créativité au réveil. C'est le fameux « la nuit porte conseil ». C'est exactement ça. Le cerveau travaille pour nous pendant qu'on dort. Il réorganise le puzzle pour qu'on voit la solution évidente le lendemain matin. Sachant tout ça, la question c'est de savoir comment on applique cette philosophie dans un monde professionnel, qui valorise encore souvent l'épuisement. Comment on change cette culture toxique? Ça commence par le haut, on voit émerger de nouveaux symboles de statut. Le manque de sommeil n'est plus vu comme cool par les leaders les plus performants. Genre qui? Prends Jeff Bezos par exemple. Il répète sans cesse qu'il a besoin de ses 8 heures pour être alerte. Il dit qu'il est payé pour prendre un petit nombre de décisions de très haute qualité, pas des milliers de décisions moyennes dues à la fatigue. C'est très pragmatique. Il y a aussi Marc Andreessen, l'investisseur. Il avoue très franchement qu'avec seulement 4 heures de sommeil, il se décrit comme un zombie incapable de réfléchir. Et Erin Collan, l'ancienne directrice financière de Lehman Brothers.
Qu'est-ce qu'elle faisait, elle? Elle racontait qu'elle passait l'intégralité de ses week-ends à dormir pour recharger ses batteries après ses semaines à Wall Street. Le repos devient vraiment l'avantage compétitif ultime. C'est bien que les leaders en parlent, mais sur le terrain, c'est parfois plus compliqué. Ça me rappelle l'anecdote de la visite de l'auteur chez Google. Ah, la fameuse capsule de sieste? Ouais, l'EnergyPod. Il visite les locaux et décide de tester cette capsule au look de vaisseau spatial. C'est hyper technologique, ça isole du bruit, de la lumière. Il fait une sieste et se réveille avec un esprit incroyablement clair. La preuve que la technologie fonctionne. Oui, mais voilà le hic. En regardant le registre numérique d'utilisation, il voit qu'il est la seule personne à l'avoir utilisé de toute la semaine, sur les 50 employés de l'étage. Ah oui, c'est très parlant. Pourquoi avoir un outil aussi génial si personne ne s'en sert? Eh bien, si l'on relie ça à la situation dans son ensemble, c'est une question de culture d'entreprise. Les gens ont peur d'être jugés par leurs collègues, peur de paraître paresseux. C'est le stigmate social qui est encore trop fort, quoi. Exactement. Mais en même temps, le fait que Google ait installé cette capsule, même si elle est peu utilisée pour l'instant, sa simple présence envoie un signal fort. Un signal de permission. Voilà. Ça dit aux employés que le repos est autorisé et valorisé par l'entreprise. La leçon pratique ici, c'est que protéger l'actif demande de mettre en place des politiques, que ce soit à l'échelle personnelle ou en entreprise, qui célèbrent le repos au lieu de le pénaliser. Il faut vraiment normaliser la récupération. Carrément. C'est une discipline à part entière. Donc, pour résumer tout ça avec dynamisme, notre priorité absolue doit être de protéger notre capacité à prioriser. Sans sommeil, cette capacité s'effondre tout simplement. Et ça nous laisse avec une réflexion super importante à méditer. Imaginez un instant qu'on ait une réunion, la réunion la plus importante de notre carrière, avec un client crucial. On ne la raterait pour rien au monde. Et on s'y préparerait à fond. Eh bien, que se passerait-il si l'on commençait à traiter nos heures de sommeil avec exactement ce même niveau de respect et les mêmes barrières infranchissables? Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.